Espace TV, le 22h. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'adjudant-chef Aboubakar Traoré a rejoint sa dernière demeure ce jeudi. Le policier servait au carrefour de la tannerie où il a été fauché hier mercredi par un chauffard. C'est un assassinat, ont dénoncé ses collègues et les témoins. Le conducteur, déjà aux mains de la police, l'aurait menacé de le tuer. On croit savoir pourquoi il est difficile de s'offrir un toit de nos jours en Guinée. Et vous avez dû peut-être vous-même le constater, les matériaux de construction ne sont pas à la portée de tous. Et bien d'autres raisons, notre rédaction s'est intéressée au sujet. Nos reporters viendront plus en détail. Et puis, c'est jeudi des sports. Vous connaissez la tradition. Au menu de ce soir, le championnat national Ligue 1, les 100 jours de Motsep à la tête de la Confédération africaine de football, sans occulter l'Euro 2021. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, un agent de la police routière a été assassiné dans la matinée du mercredi 23 juin en plein exercice de ses fonctions. L'adjudant-chef Aboubakar Traoré a été fauché par un citoyen à bord de son véhicule. Il s'agirait d'une mort préméditée. « Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer », aurait dit le conducteur avant de l'écraser. La levée du corps du policier a eu lieu ce jeudi dans un climat de grande consternation et de colère. Plusieurs personnalités de la police étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. Justin Leno, Amara Lexila. Suivi par un cortège composé de hautes personnalités de la police routière et nationale, le corps du fait policier Aboubakar Traoré gagne le quartier Bessia, port 2 où résidait la victime depuis des années. Aboubakar Traoré, froidement tué en plein exercice de son travail, meurt en martyr. Tout le temps, c'est comme ça, on nous tue. Heureusement que vous-même, maintenant, vous êtes en train de rééler et que tout ce qui s'est passé, vous êtes en train de changer. Vous avez vu un monsieur qui est marié à 2 femmes, 6 enfants, des petits-enfants. Qui va s'occuper de ce badaud-là, qui roule même avec un véhicule sans plaque? Le bourreau du policier n'est pas à sa première. L'homme avait déjà ôté la vie à un autre citoyen il y a quelques années. Il reprend les mêmes erreurs cette année en préméditant d'ailleurs cette fois-ci la mort du policier en ces termes. « Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer ». Il a tué une première personne, il a été déféré, libéré. Voilà encore, il vient de tuer un policier en exercice de ses fonctions en préméditant. « Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer ». Un fonctionnaire de police qui se lève à 5 h du matin pour venir mettre un dispositif sur la route pour permettre aux Guinéens, aux travailleurs de descendre tranquillement en ville pour aller travailler et préparer leur retour à la maison. Vous venez l'assassiner comme ça. Il n'est pas tombé malade, rien. Vous venez vous l'assassiner avec préméditation. Nous ne nous rendons pas justice. Il va déférer. Mais je vous prends témoin. Si ce monsieur il se retrouve dehors, il répondra de l'âme de ce monsieur. Pendant ce temps, des cris et lamentations envahissent la famille de la victime. Ces 2 femmes ayant appris la nouvelle de la mort de leur époux ont toutes échappé de justesse à un coma. Il a fallu l'intervention rapide des autres membres de la famille pour éviter un autre drame. Mes enfants et moi sommes confiés à vous. Mon mari ne m'a jamais fait de mal, que son âme repose en paix. Le policier s'en est allé en héros, laissant dans la tristesse et désolation une famille composée de 2 femmes et 6 enfants. Paix à l'âme du disparu, gracié par le président de la République, Aboubakar Diallo, alias Grenade, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, quitte le parti dès sa sortie de prison. Il dit avoir été abandonné et rejeté par certains cadres, non les moindres du parti. Grenade a beaucoup appris de son long séjour à la maison centrale. C'est désormais à son métier d'informaticien qu'il compte se concentrer. Plus de précisions dans ce reportage de Diena Bangoura et de Yacouba Traoré. Je regrette parce que j'ai maintes fois rejeté les conseils de mon papa.
Aboubacar Diallo, alias Grenade, n'est plus l'homme qu'il était avant. Il a été poursuivi et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Gracié par le président Alpha Condé, le jeune homme ne cache pas son regret d'avoir milité au sein de l'UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée. Si je savais, j'allais mener mon combat au dehors de l'UFDG. Même si j'allais me retrouver en prison, avec mes propres convictions au dehors d'un parti politique. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est de se retrouver en prison au nom de l'UFDG, à cause de l'UFDG et par ses adversaires. Et certains cadres ont piétiné mes appels, mes messages, mes notes. Je vais dire ça en haute voix. Son long séjour à la maison centrale de Conakry, il l'a vécu entre torture et humiliation. Une triste réalité que vivent au quotidien les prisonniers. Je demande pardon au nom de tous les fils, les patriotes de Ratoma. Si c'est possible même, si j'ai eu l'occasion de les rencontrer aujourd'hui, je vais prier ses pieds pour demander les pays qui sont là-bas de les enlever. Je pense bien, mes frères et camarades sont fait une prise de conscience comme moi. Grenade, désormais épargné de cet enfer, demande au président de la République clémence pour ses anciens co-détenus qui croupissent encore dans leurs cellules. Monsieur le président de la République, le papa de la nation, chef de l'État, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie pour mes co-détenus, les détenus communs et les détenus politiques, de les aider à recevoir leur liberté comme moi. Aujourd'hui, cet ancien prisonnier veut maintenant se consacrer à son métier et à sa famille. En région, un an après les affrontements meurtriers de Koyama dans la préfecture de Masonta, les populations de cette sous-préfecture ont commémoré ce jeudi la mémoire des victimes sous le signe de la paix et de la réconciliation. Une marche funèbre a été organisée à cet effet et a rassemblé des centaines de citoyens. Le reportage de Alexis Collier est rendu en studio par Moïse Bittel-Lama. Suivez. 10 heures tout précisément, des élèves se sont mobilisés devant le siège de la sous-préfecture. Peu après, la foule s'agrandissait en direction de la ville. En tête du cortège, les autorités locales. Nous voulons aujourd'hui la paix. Aujourd'hui, le 23 de 2020, il y avait eu agression interethnique à Koyama entre Mania et Toma. Et la même année, aujourd'hui, nous sommes en 2020, la même date. Maintenant, la jeunesse sous-préfectorale a organisé une cérémonie de prière, de bénédiction, de réconciliation entre les deux communautés pour envoyer la paix à Koyama. La journée du 28 juin 2020 reste un souvenir douloureux pour ces manifestants. De la place publique en passant par le marché et le stade sous-préfectoral, Thomas et Mania ont marché jusqu'ici, au centre culturel. La paix que nous avons instaurée aujourd'hui à Koyama doit être un modèle pour Masanta, un modèle pour Zélékolé, un modèle pour toute la République de Guinée. Mes vifs remerciements également vont à l'endroit des forces de sécurité et de défense qui, dès les premiers jours, ont par une intervention rapide qui se déployait à tous les niveaux, ce qui nous a permis de limiter les dégâts matériels et humains. Ce jeudi marque une journée de paix et de réconciliation à Koyama. La commémoration s'est clôturée par des prières et bénédictions et le partage d'un repas convivial entre Thomas et Mania. La veille, un pacte de non-agression a été signé. Nous avons su que réellement la guerre n'arrange pas, la division n'arrange pas, les conflits n'arrangent pas. Il faut que les deux communautés se donnent la main pour qu'on puisse aller en avance.
Nous ne pouvons pas faire de telles situations de grande envergure sans faire des pactes entre ces deux communautés. Réellement, hier, le pacte fut établi entre les deux communautés. La sous-préfecture de Koyama a été le théâtre d'un violent affrontement qui ont opposé Thomas et Mania. À l'origine, un conflit autour d'un domaine cultivable qui a coûté la vie à plusieurs citoyens. Moïse Bité-Lama, à l'occasion d'une plénière à l'Assemblée nationale, le ministre des Mines et de la Géologie s'est exprimé sur la découverte de l'or à Koncitel dans la préfecture de Gawal. Abdoulaye Magasuba déclare qu'après le rapport de l'équipe qu'il a dépêché sur le terrain, la quantité trouvée n'est pas commercialisable. Il parle de quelques indices. Je vous propose de le suivre au micro de Mahmoud Boulere Diallo et de Alseni Kamara. Ce qu'il faut savoir pour qu'on puisse affirmer qu'il y a de l'or dans une zone en quantité commercialement exploitable, il faut mener une recherche professionnelle technique. Et donc, lorsque cette mission y est allée, ils ont trouvé, encore une fois, c'est pour ça que j'ai précisé la méthode qui permet d'affirmer l'existence de quantités commercialement exploitables. Ils ont essentiellement parlé de quelques indices, mais ils ne pouvaient pas, bien sûr, se prononcer de façon définitive et rien n'indiquait qu'il y avait de l'or de façon massive dans cette zone. Et bien sûr, l'étape suivante, pour confirmer, infirmer quoi que ce soit, c'est la recherche minière. Et la recherche minière coûte au minimum quelques centaines de milliers de dollars, au minimum. C'est le principe de base, c'est que cette recherche est de façon naturelle menée par les sociétés privées, les acteurs privés d'une manière générale. Malgré le pessimisme du ministre qui parle des rumeurs, il reconnaît une ruée vers la préfecture de Gawal. Abdoulaye Magasuba invite les citoyens à la prudence et dit que l'État a l'obligation de rétablir l'ordre sur le site. On le suit à nouveau. Selon les informations venues des autorités locales, on peut parler de jusqu'à 15 000 personnes qui se sont ruées sur la zone. Souvent, il y a quelque chose qui se passe. Je ne dis pas que c'est le cas de Gawal, mais c'est un phénomène que nous rencontrons. Lorsqu'une personne sort une information comme quoi elle a obtenu de l'or dans une zone, automatiquement la rumeur se répand. Que l'information soit vraie ou pas, que ce phénomène soit un accident, un pur hasard ou pas. S'il était aussi facile de trouver massivement de l'or, on n'aurait pas eu autant de pauvreté dans certaines zones d'orpaillage. Donc il faut faire extrêmement attention à la qualité de l'information qui est véhiculée, aux rumeurs qui sont véhiculées. Si aujourd'hui vous demandez aux milliers de personnes qui sont allées, qui ont passé quelques jours là-bas avant que les forces de sécurité n'interviennent, je ne sais pas combien vous diront qu'ils ont trouvé quelque chose. Merci.
Autre chose dans cette édition d'information, le chef de file de l'opposition demande la libération des autres détenus politiques sans qu'ils aient à solliciter la clémence du chef de l'État. Cette invite a été faite lors d'une visite chez l'ambassadeur de la Chine et l'archevêque de Conakry ce jeudi. La démarche de Mamadou Sylla auprès de ces institutions et personnalités vise à les amener à contribuer aux efforts de plaidoyer afin que ces opposants au régime Condé recouvrent leur liberté. Alseni Bari, Abdoulaye et Camara. Alpha Condé est le père de la nation. Il doit se comporter en tant que tel et mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. La grâce présidentielle sélective ne fait qu'augmenter la frustration dans le pays, estime le chef de file de l'opposition. Il invite le chef de l'État à élargir cette action aux autres détenus politiques. Quand tu es père de famille, tu as tous les fils. Il y a les fils triblancs, il y a les fils qui sont gentils. Vous voyez, donc lui, je lui demande seulement qu'il soit père de famille, qu'il relaxe les autres aussi, qui ont demandé pardon ou pas. Donc là, sa grandeur va sortir. Pour réussir son pari d'unir et promouvoir le dialogue, le chef de file de l'opposition et son cabinet ont rencontré l'ambassadeur de la Chine en Guinée et l'archevêque de Conakry. Il n'a qu'un seul objectif, faire des plaidoyers et amorcer un dialogue harmonieux entre tous les Guinéens. Un message bien compris par ses interlocuteurs qui promettent de l'accompagner dans sa mission. J'ai dit à monsieur le chef de file de l'opposition, nous avons le même objectif, la même tâche, d'aider le gouvernement, d'améliorer la gouvernance. Comme son Excellence le professeur Alpha Condé a dit, gouverner autrement, c'est-à-dire améliorer la gouvernance pour que la Guinée se développe favorablement à la vie de la population. Une autre manière de s'opposer sans armes, mais avec la puissance des mots, Mamadou Sylla se veut une opposition constructive, laver des clivages politiques et ethniques, un combat pour l'heure difficile, car les acteurs politiques sont plus que jamais divisés. Comment améliorer la sensibilisation à la cybersécurité et l'habilitation des intervenants pour sécuriser l'Internet au niveau national et régional? C'est l'une des préoccupations du département en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique en partenariat avec la CEDEAO. Ce jeudi, en compagnie des parties prenantes, un atelier de sensibilisation et de consolidation a été animé entre les acteurs en vue de trouver une solution sur les pratiques nocives de l'Internet et minimiser les risques liés à la cybercriminalité. Mohamed Valek Touré, Alseni et Camara. L'évolution de l'Internet et du numérique a des effets nocifs qui chaque jour prennent des formes nouvelles comme l'usurpation de titres et l'arnaque entre autres. La Guinée est de plus en plus exposée à des menaces liées à certains comportements sur la cyberespace. Il est important de prendre à bras le corps les enjeux, d'où la tenue de cet atelier de consolidation organisé par le ministère des Postes et Télécommunications en partenariat avec la CEDEAO. C'est donc un enjeu stratégique que celui de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est pourquoi il est important que les pouvoirs publics, partenaires au développement, les entreprises s'impliquent encore davantage. La Guinée doit se doter d'un système informatique pour protéger les entreprises, les citoyens et assurer leur sécurité. L'important ici est de discuter avec les parties prenantes, à savoir les officiers de police et la gendarmerie, pour établir ensemble un cadre stratégique renforçant l'expertise technique, opérationnelle et analytique des institutions concernées par la cybercriminalité. Le projet est structuré en deux phases. La première a permis de situer la Guinée sur son niveau de préparation et d'élaborer un plan d'action détaillé. Et la deuxième phase, qui est dite opérationnelle, pour mettre en place ce plan d'action, afin de répondre au mieux aux besoins de la Guinée. Les moyens de communication et de transmission commencent à être dépassés par des événements
illicites, des actions illicites qui se commettent de jour en jour, 24 heures sur 24 heures, sur le réseau. Les résultats attendus sont entre autres la résilience et la robustesse des infrastructures de l'information. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques est à pied d'œuvre pour permettre aux citoyens de profiter des dividendes numériques d'un cyberespace ouvert, sûr et résilient. Les enjeux liés à la cybersécurité ne sont pas que des enjeux liés au seul pays, c'est-à-dire que ça doit se faire de façon concertée et de façon collaborative. C'est pourquoi tout le monde entier est unanime qu'il faudra mettre en place des centres d'alerte et des centres d'alerte contre les risques liés aux menaces des systèmes d'information pour nous permettre d'avoir une meilleure stratégie de riposte et anticiper surtout contre les menaces liées au cyberespace. Plus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sont bénéficiaires de ce projet financé par l'Union européenne, mis en œuvre par l'Expertise France pour mieux améliorer la cybersécurité. L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a remis un important lot d'équipements de protection individuelle et de matériel de laboratoire à la plateforme nationale Une Seule Santé, ce dont s'inscrit en droite ligne de la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique. La cérémonie de remise s'est tenue à Koléa, au siège de la FAO, en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Ali Badala Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Financé à hauteur de 300 millions de francs guinéens, ces dons d'équipements composés de réactifs et consommables de laboratoire, de matériel de protection individuelle, des matériels de biosécurité et biossûreté est un geste de l'Agence américaine pour le développement international. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante FAO du programme de soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique. Ces matériels sont composés de matériel de protection individuelle, comme on les appelle, les PPI, qui sont des gants, des bottes, des couvre-bottes, qui sont le matériel de pulvérisation, de désinfectants, des réactifs de laboratoire. Ce geste est le résultat de la requête de la plateforme Une Seule Santé. Il permettra de protéger plusieurs acteurs de la santé environnementale, animale et humaine. Ce don de matériel et d'équipement est une réponse à la requête de la plateforme nationale Une Seule Santé. Et c'est dans ce cadre que nous procédons à la remise de ces matériels d'une valeur de $30 000 américains pour permettre vraiment la protection des agents de terrain et puis pour se protéger et puis être capable de répondre favorablement. En 2016, la FAO, avec l'appui financier de l'USAID, s'est engagée à accompagner le gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte et les préventions contre les maladies zoonotiques. La plateforme bénéficiaire promet de bien utiliser ces matériels. C'est un matériel qui sera utilisé dans le travail au quotidien de nos agents qui évoluent au niveau de nos différents laboratoires. Donc ça, c'est la garantie. C'est nous qui avons fait une requête pour demander ce matériel. On l'a fait sur la base des besoins identifiés au niveau de nos... La cérémonie a pris fin par la remise des matériels à la plateforme Une Seule Santé qui souhaiterait la formation des jeunes vétérinaires qui serviront dans les laboratoires de la dite plateforme. Et puis, la compagnie des bauxites de Guinée a offert ce jeudi un déjeuner de presse aux responsables et représentants des médias du pays, une occasion mise à profit par la compagnie pour échanger avec les hommes de médias sur les réformes engagées par la nouvelle équipe dirigeante. Bernard Koundouno et Aliouba pour le compte-rendu. C'est une rencontre d'échange et de partage avec les responsables et représentants des médias du pays. La compagnie des bauxites de Guinée, dans son but d'améliorer ses activités sur le terrain, a profité de ce déjeuner de presse pour renforcer ses liens de coopération avec les médias guinéens. C'était pour nous une occasion de rentrer en contact avec la presse locale
la presse nationale pour discuter, pour présenter la CBG. Et puis surtout, c'est un signe de transparence et de responsabilité pour nous parce que nous savons que la CBG joue un rôle important dans le pays. Il était important que nous organisions cette session pour que nous apprenions à connaître la presse et que la presse apprenne qui est réellement la compagnie des bauxites de Guinée, ce que la compagnie des bauxites de Guinée représente pour le pays, ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue à faire. Ils étaient une vingtaine de journalistes et représentants de médias à prendre part à cette rencontre. Tous saluent l'initiative qui vise à éclairer la lanterne des hommes de médias sur le fonctionnement et les réformes engagées par la nouvelle équipe dirigeante de la compagnie des bauxites de Guinée. Le plus important, c'est de savoir qu'à partir de là, le contact est noué, même s'il y en avait avant, mais de façon plus concrète, de façon plus précise, ça va se faire à partir de maintenant. Donc je me dis que cette rencontre était vraiment, elle est la bienvenue, je veux dire, je ne vais pas mettre ça au passé, elle est la bienvenue et à partir de là, ça nous permet de savoir comment fonctionne la CBG, qu'est-ce qu'elle fait pour nos communautés. À la fin de la rencontre, la CBG a remis des cadeaux symboliques aux journalistes, une façon de maintenir les liens d'amitié et renforcer les échanges avec la presse. À l'aube des grandes pluies, des chantiers inachevés ont de lourdes conséquences sur le quotidien des riverains et usagers de la route. Des caniveaux non recouverts peuvent être source d'inondations pour de nombreuses familles. Elles tirent la sonnette d'alarme. C'est un reportage de Mamadou Kalisso et de Lamine Silla. C'est l'un des plus vieux chantiers de Conakry actuellement. Démarré il y a plus de 2 ans, ce tronçon qui relie Kisosso à Matoto via Sangoya fait moins de 4 km. Jusqu'à présent, les travaux traînent. Ces gros caniveaux ouverts devant ces boutiques et magasins constituent un danger permanent. Le risque de rentrer chez nous dans nos prestations, et vraiment c'est un danger pour nous parce que souvent, même actuellement, même pour traverser, pour rentrer, on a du mal à rentrer. Quand les clients viennent, on a ce problème-là vraiment. Nous demandons à l'État de faire très vite pour achever ces travaux-là. Devant cette école privée, inconsciemment, ces enfants jouent sur ces caniveaux. Ces planchettes servent de passerelles pour accéder à ces concessions familiales. Les risques d'accident et d'inondation sont quotidiens. J'ai vu les petits-enfants, tous nos enfants sont à l'école. Donc s'il pleut, les caniveaux sont pleins, ça déborde même, les caniveaux ça rentre dans les concessions. Donc aujourd'hui, on a tellement peur, on ne sait même pas quoi faire. Les caniveaux devant les familles, les concessions. Une seule fois, il y a eu beaucoup de pluie, ça a débordé, c'est rentré dans les maisons. On ne sait pas comment faire, où se confier maintenant. Cette mère de famille est traumatisée. Voir ses enfants traverser ces caniveaux à tout moment est une source d'angoisse constante pour elle. Hatuna fama mo gade yate mu no madangide be dimme di keren sanyi baragira yipom fari be o ga fale be ga mo mali ala be ga mo mala nabi khafira. À Lambagni centre commercial, tout va bien jusqu'aux premières gouttes de pluie. Les caniveaux et cunettes existants sont insuffisants, inadaptés selon des ingénieurs des travaux publics. Puis, ils sont remplis de déchets. Après chaque pluie, la chaussée est inondée. Même constat au carrefour Lambagni. Tous les ouvrages d'assainissement sont bouchés. Il y a plus d'un mois, le gouvernement a initié le curage des caniveaux et balayage des rues de la capitale. Les résultats de cette action sont pour le moment moins visibles sur le terrain. Je vous le disais également en titre, il n'est pas aisé de s'offrir un toit de nos jours en Guinée et l'une des raisons est la cherté des matériaux de construction sur le marché. Les entrepreneurs se demandent si l'État est vraiment impliqué dans la fixation des prix des matériaux de construction. C'est toute une chaîne à explorer. Ce soir, nos reporters se sont intéressés aux vendeurs de briques et de ciment à Conakry. André Mossier, Milimono, Ibrahim Assouri, Camara. Le secteur de la construction est-il abandonné à lui-même? En tout cas, les entrepreneurs se plaignent de la cherté des matériaux de construction. Sur les sites de fabrication de briques, les gérants sont conscients des prix trop élevés des briques. À leur tour,
Il pointe du doigt le coût élevé des agrégats qui entrent dans leur fabrication. Avant, les pelles qu'on a, c'était à 20 000 francs. Là, c'est 25 000 francs par pelle. Donc les frais de confection aussi, des briques, tout a augmenté quoi. Ça ne fait qu'augmenter du jour au lendemain. Donc quand tu pars dans les magasins, quand tu demandes quelque chose aujourd'hui, demain tu trouves que le prix a augmenté. Quand tu demandes, c'est pas nous. Avec le sable, si vous achetez auparavant 6 roues à 1 200 000, 300 000, en partant aujourd'hui, vous allez mettre 1 600 000, 700 000 dans la poche. Si ça grimpe du jour au lendemain, on est obligé d'augmenter le prix parce que l'entrepreneuriat, c'est le gain, c'est des bénéfices. Donc, on ne peut pas produire aussi pour perdre. Ce vendeur de ciment estime qu'il fixe ses prix selon les consignes qu'il reçoit. De qui reçoit-il ces consignes? Le vieil homme préfère se taire déçu. On vendait avant à 75 000, maintenant on nous dit de le vendre encore à 80 000. Aujourd'hui, c'est le 4e jour depuis que ça nous dit le ciment est monté. Les entrepreneurs et spécialistes de la construction se demandent exactement si l'État est associé à la fixation des prix des matériaux de construction. J'avais fait le devis hier à 75 000. Aujourd'hui, je suis venu trouver à 80 000. Et je suis tenu d'obliger de rentrer. Ça, c'est dommage dans le pays. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est l'État qui augmente ou bien si c'est les vendeurs seulement. Nos interlocuteurs estiment que l'État devrait avoir un œil sur le secteur de la construction, aujourd'hui abandonné à lui-même. Parlons culture maintenant et c'est une des plus grosses ventes de l'histoire de l'industrie musicale guinéenne. Human Supremacy de l'artiste Takana Zion a été vendu à 5 millions de francs guinéens. L'unité, 50 000 exemplaires vendus en ligne, de quoi rêver un disque d'or. La stratégie utilisée par le reggaeman a bien fonctionné, mais il reste convaincu que ses soutiens, tous ceux qui ont acheté son album, sont pour beaucoup. Ce jeudi, il leur a exprimé toute sa gratitude à la faveur d'une conférence de presse. Nos reporters Rosaline Goto-Monemou et Ibrahim Assouma étaient de la partie. Il y a juste un mois, quand le coup d'envoi a été donné pour la vente de l'album Human Supremacy. Cet album, qui est le 6e de Takana Zion, a connu une vente de 200 exemplaires. Son ambition est de décrocher le disque d'or et cela pourrait être possible quand son album atteint 50 000 exemplaires de vente en ligne. Nous allons vous donner un numéro, celui de Justice qui est sur WhatsApp, le 626 30 30 46. C'est-à-dire que chaque Guinéen qui vit à l'étranger, à chaque fois que tu achètes ton CD, prends juste une photo, envoie-la nous sur ce numéro WhatsApp. Nous allons publier cette photo sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur toutes nos pages, et que cela s'étale à travers le monde et que Human Supremacy soit un véritable succès. L'artiste remercie ses collaborateurs pour le soutien. Pour lui, le combat qu'il mène n'est pas le sien, mais celui de la génération artistique montante. Le combat que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le combat pour moi seul. Je suis à la tête d'une certaine génération qui est en train de marquer son temps. Quand nous étions petits, on était là, kill point, on se battait, kill point, légitime défense. Il faut que les gens qui sont devant, eux-mêmes, ils puissent marquer leur temps et de faire en sorte que leur album reste définitivement dans les livres d'histoire et partout, et que les générations ils mettent ça en tête. Parce que si Takana a disque d'or, forcément Baliozar aura un disque d'or, Petit Kanja aura un disque d'or, Azaya aura un disque d'or. Le reggaeman Mohamed Mouktar Souma a plus de 10 ans de carrière. Il demande à la population de le soutenir pendant qu'il est vivant. Soutenons nos vivants, mais n'attendez pas que les gens y crèvent pour les soutenir. Takana, vraiment, il était bien quand même. Qu'est-ce que tu attends pour soutenir Takana pendant qu'il est vivant? Et de lui donner la force à moi, ce n'est pas moi-même je peux me donner de la force. La force que je peux vous donner, je vous l'ai donnée, je continuerai à vous le donner en tant que je suis en bonne santé, que je suis en vie. J'attends aussi que vous me donnez de la force. Human Supremacy, qui est le 6e album du reggaeman Takana Zion, est composé de 11 titres. Confiant de décrocher le disque d'or avec cet album qu'il a fait avec beaucoup d'efforts, l'artiste donne rendez-vous le 24 juillet prochain pour célébrer la victoire.
Et comme tous les jeudis, place à la rubrique sport en marge de la 25e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1. 2 rencontres étaient au programme ce mercredi et puis le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fêté ses 100 jours à la tête de l'institution. La phase de groupe de l'Euro 2021 a définitivement rendu son verdict ce mercredi. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Alceni Baldi. Battu lors de la dernière sortie par le Satellite FC, le AFIA renoue avec la victoire 2-0 face au Santouba. À l'issue de ce match, les Verts et Blancs du Dixine remontent sur le podium à la deuxième place à égalité de points, 41 au compteur, avec le Wakria AC qui peut passer devant le AFIA en cas de succès ce jeudi contre les éléphants de Koléa. Le Santouba est bloqué à 23 unités et puis le Fellow Star de la Baie de son côté croisait le fer avec le Satellite FC, auteur de 3 succès de suite. Les satellitaires se sont imposés sur le score d'1-0 face à l'équipe de la ville de Karamoko Alpha Moulabi. Une bonne opération pour le Satellite FC qui montre une bonne forme pendant cette fin de saison avec une série de 3 victoires d'affilée et se place à la 9e place du classement avec 31 points. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fêté ses 100 jours à la tête de l'institution. Le boss de la CAF annonce qu'un projet de création d'une Super Ligue africaine est à l'étude. Pour y arriver, il compte s'appuyer sur l'échec du projet européen pour ne pas commettre d'erreurs. Le même projet lancé en Europe par 12 des plus grands clubs du monde avait provoqué un tollé incommensurable qui a explosé en espace de quelques heures. Le même projet lancé en Europe par 12 des plus grands clubs du monde avait provoqué un tollé incommensurable qui a explosé en l'espace de quelques heures. Ce fiasco ne semble pas inquiéter Motsepe. Et puis, la Confédération africaine de football a publié son classement annuel pour déterminer les 12 pays les mieux classés qui auront droit à 4 représentants dans les compétitions interclubs, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la CAF pour la saison sportive 2021-2022. Grâce aux performances de leur club, ces 5 dernières années, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, la RDC, l'Égypte, la Guinée, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie entrent dans cette catégorie. Par rapport à la saison en cours, un seul changement est donc à signaler avec la Tanzanie qui remplace la Libye qui n'aura droit la saison prochaine qu'à un seul club engagé dans chaque compétition de la CAF à l'instar de tous les autres pays non cités plus haut. Cristiano Ronaldo a enfin brisé la malédiction jusqu'à présent jamais parvenu à marquer face à l'équipe de France. La star du Portugal a enfin profité de débloquer son compteur face aux Bleus à l'occasion de son 7e match face au tricolore ce mercredi à l'Euro, 2 buts partout. Habitué à remplir les records, la star de la Juventus vient d'égaler une sacrée performance, auteur d'un doublé sur penalty face à l'équipe de France ce mercredi à l'Euro. Cristiano Ronaldo affiche en effet désormais un bilan de 109 buts inscrits en 178 sélections. Avec ce total, l'attaquant de la Juventus Turin égale le record de buts inscrits en sélection nationale qui était la propriété de l'Iranien Ali Dehi. Les phases de groupe de l'Euro a définitivement rendu son verdict ce mercredi. L'équipe de France, accrochée par le Portugal, 2 buts partout, a tout de même obtenu la première place pour défier la Suisse lors des 8e de finale lundi à Bucarest. Dès ce tour, il y aura plusieurs chocs avec notamment un Espagne-Croatie, Belgique-Portugal, Angleterre-Allemagne, Italie-Croatie, Pays-Bas, République tchèque, Pays de Galles, Danemark, Suède, Ukraine. On va terminer par les JO à un mois pile de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo qui aura lieu le 23 juillet. Ces JO déjà historiques en pleine pandémie de coronavirus divisent encore les Japonais. Les sondages les plus récents montrent que les Japonais ne sont pas favorables à la tenue des Jeux Olympiques sur leur territoire. Voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.